L'invité de la matinale. KTO Radio. Pendant 3 semaines et la campagne du premier tour des élections législatives, les questions autour du vote des chrétiens ont été multiples. Quelle valeur de l'évangile pour quel vote? Un chrétien doit-il forcément voter à gauche, voter RN, si mal? Pour comprendre le vote chrétien d'aujourd'hui, je vous propose ce matin de regarder un peu en arrière et les particularités de l'engagement des chrétiens dans l'histoire récente. Pour nous aiguiller, on a le plaisir de recevoir en studio Denis Pelletier. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci beaucoup d'être venu en studio en ce lendemain de premier tour des élections législatives. Vous êtes historien et directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Alors on parle ici des chrétiens, ça reste un peu vague, Denis Pelletier. Qu'est-ce qui définit les chrétiens ici? Qu'est-ce qui définit les chrétiens? Plusieurs confessions religieuses, protestants et catholiques, et plusieurs manières de se rapporter à son christianisme. Il y a des chrétiens pratiquants, il y a des chrétiens non pratiquants, il y a des chrétiens moyennement pratiquants. Et dans le catholicisme qui est majoritaire en France, il y a une caractéristique du catholicisme français qui est ancienne, qui est son pluralisme. C'est-à-dire que, puisqu'on va parler de politique, l'une des caractéristiques du catholicisme français, c'est son pluralisme politique, et ça remonte au XIXe siècle. La foi chrétienne a-t-elle une valeur politique ? Ah, ça, c'est une bonne question. Il y a un grand théologien, qui est le père de Lubac, qui a écrit un livre qu'il avait intitulé « Les prolongements sociaux du dogme ». C'est-à-dire que avec cette idée que la foi chrétienne avait effectivement imposé un certain type d'obligation dans l'espace public et par conséquent dans la vie politique. Et la relation entre le christianisme et la question démocratique est évidemment une relation qui a une très longue histoire. Mais pour la plus grande partie, je pense, des catholiques, oui, il y a des liens, il y a des liens, et ça ne signifie pas qu'on s'engage politiquement exclusivement au nom de son catholicisme. On n'est pas uniquement catholique, pas forcément. On n'est pas forcément catholique intégral, c'est-à-dire dans l'intégralité de sa vie. Mais bien évidemment, le catholicisme peut être une des références à partir desquelles un croyant s'engage. Et autour de quels critères ou obligations vous parliez d'obligations ? Autour de quelle obligation? Encore une fois, c'est un milieu qui est assez pluraliste. Mais je pense que les principales obligations, les principales valeurs qui sont mises en avant sont des valeurs de justice, sont des valeurs aussi de protection des faibles, de justice. Il y a quelque chose qui existe dans le catholicisme depuis la fin du XIXe siècle, qui est le catholicisme, ce qu'on appelait le catholicisme social, après l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII. Et donc ces valeurs qui sont des valeurs de justice, de protection, d'engagement, sont des valeurs qu'on peut interpréter différemment. Encore une fois, ce milieu est très pluraliste, mais je pense que c'est ça l'essentiel. Thomas d'Aquin, qui est une référence du catholicisme social depuis la fin du XIXe siècle, Thomas d'Aquin parlait de justice commutative et de justice distributive. La justice commutative, c'est la justice dans l'échange que nous entretenons. La justice distributive, c'est la justice dans la distribution, c'est-à-dire c'est plutôt celle qui revient aux gouvernants. Et à partir de la notion de justice, je pense qu'on peut assez facilement décliner les différentes manières d'être chrétien dans l'espace social. Par rapport au vote, ce qui nous concerne par rapport à l'actualité que l'on connaît de ces dernières semaines, si on regarde un peu dans le rétro et qu'on s'arrête au moment de la libération en 1944-45, comment a évolué l'engagement chrétien en politique ? Depuis la libération, si vous remontez à la Résistance, vous avez un milieu catholique qui est comme la société française. C'est toujours difficile de différencier l'un de l'autre, surtout à cette époque-là. Mais vous avez un milieu catholique qui avait été très partagé. L'épiscopat français, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été majoritairement vichiste, favorable au régime de Vichy. En même temps, il y a eu de très grands mouvements de résistance, notamment le mouvement témoignage chrétien et ce qu'on a appelé la résistance spirituelle. Et donc, à la Libération, vous avez un véritable engagement catholique à travers une démocratie chrétienne qui s'organise autour d'un parti politique qui est le mouvement républicain populaire, le MRP, qui était le seul vrai parti catholique de l'histoire de France. Voilà, ça c'est un moment qui est intéressant parce qu'en même temps, le gaullisme qui s'organise à ce moment-là a de fortes composantes catholiques.
Voilà, c'est un peu le début. Après, vous avez un certain nombre d'étapes dans l'histoire du catholicisme politique de l'après-guerre. Et quel moment marquant on peut retenir ? Pour moi, les moments marquants, ça pourrait être la guerre d'Algérie a joué un rôle important. Dans l'apaisement de la relation entre les catholiques et la République, la loi Debré de 1959, la loi sur l'enseignement privé, sur l'enseignement privé sous contrat. Et puis ensuite, il y a tout ce qui se joue et dans l'héritage duquel, il me semble, nous sommes encore, il y a tout ce qui se joue autour à la fois du Concile Vatican II, 1962-1965, et des années 68. Et la séquence Vatican II, année 68, est une séquence qui a assez profondément bouleversé l'engagement politique des catholiques, l'engagement politique là aussi des Français, et dont nous vivons encore pour partie, je pense, les conséquences. Et c'est intéressant de voir comment la période actuelle fait rejouer ce qui s'est passé dans les années 68. Sur quels critères, quel balancier, quelles idées se joue aujourd'hui cette articulation ? Vous savez, les années 68, ça avait été des années de remise en cause assez profonde des institutions qui donnent du sens, en quelque sorte, la famille, l'État, l'Église, l'armée, tout ce que vous voulez. Et donc ces institutions qui donnent du sens, c'est un moment de redéfinition assez profonde des valeurs autour d'enjeux qui sont autour d'un enjeu central pour moi qui est la question de l'émancipation des personnes et des modalités de l'émancipation des personnes. Et il me semble que l'un des débats auxquels on assiste aujourd'hui, c'est le rejeu de ce débat sur l'émancipation. Le rejeu de ce débat sur l'émancipation, c'est-à-dire pour un certain nombre de catholiques, notamment parmi ceux qui glissent actuellement vers la droite, comme d'ailleurs une partie de la société française glisse vers la droite, sur des enjeux de conséquences de ces politiques de l'émancipation. Est-ce qu'on est allé trop loin ? Est-ce qu'il faut revenir en arrière ? Et puis des enjeux peut-être aussi de définition de l'émancipation, avec cette idée que je crois toujours forte qu'il y a vraiment là aussi un pluralisme des positions à l'intérieur du catholicisme français. Vous avez parlé du MRP, Ouais. ce grand parti chrétien qui n'existe plus aujourd'hui. Pourquoi n'y a-t-il pas de grands partis chrétiens aujourd'hui en France sur le modèle de la CDU en Allemagne ou encore du PDC en Espagne par exemple ? Il n'y a jamais eu de grand parti. Le MRP a été un grand parti, mais il n'a jamais été si puissant que le jour de sa fondation. C'est-à-dire qu'il perd des voix tout au long de son histoire. Ça remonte au XIXe siècle, cette absence. C'est-à-dire que au XIXe siècle, les catholiques sont dans une position pendant longtemps d'hostilité à l'héritage de la Révolution française, même s'ils s'organisent pour intervenir dans ce cadre-là. Mais ils sont dans une position d'hostilité et on est aussi dans une situation de concordat entre Rome et Paris, c'est-à-dire que Rome a passé un accord avec Paris pour réguler la vie de l'Église catholique. Je ne rentre pas trop dans les détails. Et à ce moment-là, les tentatives pour fonder un parti catholique ont toujours échoué, que ce soit des tentatives démocrates chrétiennes en 1848, à la fin du XIXe siècle aussi, ou que ce soit des tentatives plus conservatrices. Notamment, Rome s'y est opposée, parce que Rome ne voulait pas rompre les conditions du concordat. Mais surtout, ce qui a joué, c'est dès le XIXe siècle le pluralisme des catholiques. C'est-à-dire que le catholicisme qui avait été très ébranlé par les révolutions françaises s'est reconstruit dans les années 1815-1850 de manière parfaitement pluraliste. Ça, c'est vrai. Et ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord entre eux ensuite. Et donc, on n'a pas de parti catholique en France. Pas de tradition de parti catholique. Et néanmoins, il y a un engagement chrétien qui a, à la gauche, en tout cas, façonné le socialisme moderne en France et en Europe. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Alors déjà, ça a toujours été minoritaire, l'engagement. Si on parlait du vote, on dirait que le vote des catholiques pratiquants est traditionnellement un vote majoritairement à droite. 70% des catholiques pratiquants, sur une longue durée, votent à droite. Les partis politiques qui se sont réclamés du catholicisme, entre autres, étaient plutôt des partis de centre ou de centre-droit. Ce qu'on a appelé les cathos de gauche, parce que c'est à ça que vous faites allusion, c'est une tradition un tout petit peu différente, qui a une longue histoire elle aussi, qui est plutôt minoritaire dans le catholicisme et dont il se trouve qu'elle a joué un rôle plus important dans les années 1960-1970, au moment où la gauche se reconstruisait
autour de François Mitterrand, après au moment où on commençait à se détacher du modèle communiste soviétique, au moment où un certain nombre de personnes en voulaient à la SFIO, c'est-à-dire au Parti socialiste de l'époque, à cause de sa politique en Algérie. À ce moment-là, il y a eu une recomposition de la gauche, une redéfinition de la gauche, et ça a coïncidé avec les retombées immédiates du Concile Vatican II. Et donc la gauche catholique, qui avait beaucoup de mal à se situer sur le terrain politique auparavant, a trouvé là une opportunité, une utilité. Et donc les cathos de gauche, c'est plutôt un moment. Les années 60-70, ils ont contribué à la victoire de François Mitterrand en 1981, et ensuite, ils ont fait comme toutes les générations, ils ont vieilli. Et ils ont en tout cas pas été remplacés dans les mêmes termes qu'à l'époque des années 70. Se pose aussi la question des intentions de vote, en tout cas du discours de la conférence des évêques de France lors des élections. Quelle a été la position des évêques sur ce vote catholique et pourquoi n'y a-t-il plus de consignes de vote ces dernières années ? Il n'y a plus de consignes de vote des évêques depuis les années 60. Et moins encore depuis 1972, un texte qui s'est intitulé « Pour une pratique chrétienne de la politique » et qui reconnaissait le pluralisme. Donc il n'y a plus de consignes de vote. Il y a des prises de position, il y a toujours eu des prises de position qui ne sont pas des consignes, mais qui sont des prises de position. Au moment du vote, il y en a eu d'assez fermes pendant longtemps. Ce à quoi vous faites allusion, je pense, c'est la prise de position sur le vote à l'extrême droite. En 2002, il y avait eu encore... En 2002, au moment du second tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, il y avait encore eu des prises de position assez fermes contre l'extrême droite, non pas de l'épiscopat en tant que tel, mais de figures importantes de l'épiscopat, notamment Jean-Marie Lustiger et celui qui dirigeait à l'époque les affaires sociales de l'épiscopat, qui était Monseigneur de Béranger. Depuis quelques années, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, les prises de position de l'épiscopat au moment des élections sont beaucoup plus, beaucoup plus timides, je pense, beaucoup plus modérées, beaucoup plus timides, beaucoup moins claires. Pourquoi ? Probablement pour deux raisons. Premièrement, la société française glisse de la droite vers l'extrême droite, glisse à droite, le catholicisme aussi, peut-être les évêques aussi, après tout. Dans le catholicisme pratiquant, il y a longtemps eu une frontière entre le vote à droite et le vote à l'extrême droite. On disait que que les catholiques pratiquants votaient à droite, mais rarement à l'extrême droite. C'est une chose qui a disparu. C'est une barrière qui a été cassée en 2015, au moment des élections régionales. On peut très très précisément le dater, et c'est juste après le mariage pour tous, l'affaire du mariage pour tous. Donc là, ça a été cassé. À partir de ce moment-là, la frontière n'existe plus. Et je pense que les évêques en tiennent compte dans leur prise de position. Il y a depuis quelques années une tendance à l'entre-soi, je pense. C'est-à-dire que les évêques, me semble-t-il, en particulier dans leurs dernières déclarations, celles qu'ils viennent de faire avant les élections législatives, appellent à prier. Ils appellent à prier Dieu, l'Esprit Saint, la Vierge, Jeanne d'Arc, Thérèse de l'Enfant Jésus, toute personne fort respectable, mais je ne suis pas sûr que ça parle à grand monde, y compris, je pense, parmi les catholiques pratiquants. Et il y a une forme de repli comme ça qui est un peu étrange et qui tient peut-être à la difficulté qu'ils ont à se positionner, également parce que les catholiques pratiquants sont de plus en plus minoritaires en France. On va devoir s'arrêter là, Denis Pelletier, malheureusement. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin pour éclairer le vote catholique et chrétien depuis 1945. Je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée.